de Miller, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé? Ah, c'est absolument parfait. Ok, voilà, bon. Bon, j'ai pas de mal puisque vous êtes annoncé au téléphone et voilà. Ouais. Alors Niki de Miller, on va faire un peu la connaissance parce que moi, honnêtement, je ne vous connaissais pas du tout et je voudrais savoir déjà qui vous êtes. Alors j'ai vu, je suis quand même un petit peu bossé, hein, mais déjà vous avez commencé très tôt puisque vous avez fait partie d'un groupe d'ados. Est-ce que vous pouvez en parler? Absolument. J'ai commencé la musique lorsque j'avais 14 ans, Oui. dans la banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, le 94, avec quelques copains fans des Ramones, des Stooges et des MC5. On a monté un groupe qui s'appelait les Brats, voilà, qui a existé pendant 6 à 7 ans, quelque chose comme ça, avec lequel on a fait un album, mais c'était il y a un moment maintenant, c'était il y a... il y a 15 ans. Avant la guerre. Ouais, c'est le monde d'avant. Non. Alors c'est bien parce que nous on a une émission, je demanderai justement à l'animateur de Rock Garage, de Rock en Co, savoir s'il connaît votre groupe, parce que lui, Ouais. voilà, il connaît les Fleshtones, etc. Et c'était donc du Rock Garage, on peut dire? Ouais, c'était du garage en français. D'accord. Et alors on a pas mal tourné avec les Vampas notamment à l'époque. Et puis voilà, fait d'armes, on a fait la première partie des Stooges quand on avait 17 ans, donc c'était une expérience spéciale de jouer avec Iggy Pop avant le bac. Alors ensuite donc vous avez décidé, il y a eu une coupure, il y a eu un Ouais. passage plutôt commercial, événementiel, on peut dire? Ouais, bah, disons que voilà, tout ça était arrivé lorsqu'on était très jeune et ça a été voilà un petit peu traumatisant en fait d'être confronté à ce milieu aussi rapidement et de façon aussi intense sans être du tout préparé. Du coup, c'est vrai que moi, lorsque je suis arrivé à la majorité, j'ai un peu fui ce monde-là, le monde de la musique, et j'ai cherché un boulot. Et vu que j'avais pas vraiment fait d'études, parce que le groupe nous avait pris un peu toute notre énergie, et ben je suis rentré dans une boîte, j'ai fait de la mise à jour de base de données pendant 4 ans, voilà, et ensuite je suis devenu commercial. Et je sillonnais l'Île-de-France en autolib pour chercher des contrats, voilà, vendre de la pub. Et c'était assez déprimant. Et donc vous avez décidé de revenir à vos premières amours. Ouais, voilà, disons que la trentaine approchant, j'avais toujours des envies de musique, mais je savais pas du tout comment m'y prendre pour essayer d'en vivre, d'en faire un métier, d'y trouver une économie. Donc j'ai eu la chance de décrocher le fonds GESIF, qui est une bourse de formation. Je ne sais pas si ça existe toujours, vu que tous ces trucs-là sont en train de sauter. Voilà, je pense pas. Moi j'ai pu en bénéficier, et c'est vrai que c'était une bourse qui était très généreuse, qui m'a permis de reprendre des études de musique à zéro, le piano, et j'ai étudié l'orchestration en fait. Donc maintenant je sais écrire de la musique pour des orchestres, des ensembles, cordes, bois, cuivre, tout quoi. Bon, je suis pas non plus de John Williams, mais je sais écrire la musique, et c'est vrai que maintenant j'en vis quoi, notamment grâce au cinéma. Je fais pas mal de musique pour l'image. Vous avez fait pas mal de films, pour des courts-métrages, des longs-métrages? Ouais, là je commence, ça fait 2 ans que je fais ça, mais c'est surtout des courts, mais là je commence à travailler sur des longs, des projets de longs, voilà, et ça se passe bien. Moi je suis très cinéphile, donc j'adore vraiment travailler au contact des réals, c'est hyper intéressant. Vous participez aussi à des ciné-concerts, notamment. J'ai fait ça, j'ai déjà fait ça au Luxor à Paris, pour un film qui s'appelait Pacific Mermaid, pour lequel je faisais la bande originale. D'accord. Et vous avez eu des prix? Vous avez été lauréat, hein, accompagnement artistique Ah oui, ouais, j'ai même été jury, figurez-vous, d'un festival l'an dernier. C'était à Angers, au festival Premier Plan. D'accord. Qui d'ailleurs, au passage, est un festival vraiment hyper sympa, qui met en avant les premiers films, donc premier court et premier long. Donc c'est vraiment un festival très important dans la découverte des auteurs de demain, des réalisateurs de demain. Et moi j'y étais donc jury SACEM pour le prix de la musique court-métrage. Voilà, donc c'était une expérience géniale de voir plein de courts-métrages comme ça pendant une semaine. D'accord. Vous pouvez vous retrouver, pourquoi pas, un jour nommé au César en tant que musicien de film, compositeur. Ça
ça arrive à des Oui. gens bien. Oui, nous on a un groupe qu'on diffuse souvent. Alors je sais plus son prénom, je sais c'est Vincent. Et Vincent, Ouais. il y a quelques années, il a reçu un César. Il s'attendait Ah pas ouais. du tout pour le film d'Alex Lux, alors qu'il ne me rappelle plus du tout. C'est Ah un bah Guy. Guy, exactement. Ah mais c'est génial ça. C'est excellent. Et c'est un artiste qu'on suit avec notamment différents groupes qu'il a pu faire partie. Ah d'accord. Vincent. Voilà, et le hasard qui s'est retrouvé déjà nommé au César, grosse surprise, et en plus il a eu le César. Ah bah il Voilà. avait fait un travail remarquable parce que c'est vrai que pour ce film Guy, il fallait arriver à créer des tubes Bien qui sûr. auraient existé dans les années 60 mais nouveaux quoi. Donc et c'est vrai que son truc là, Dadouda là, ou Didouda, Oui. bah, tous les gens avaient l'impression que c'était un tube de mélange de Claude François, de machin et tout, alors qu'en fait c'est complètement nouveau, c'est fou. Ok. Alors donc depuis alors l'album qui va sortir ou qui était peut déjà sorti ou qui a peut-être été retardé à cause du Covid. Ouais, on a pris un peu de retard là. Non, il va sortir au printemps 2021 et là on a sorti le premier single, voilà pour l'instant. Donc l'Asphalt. Comment définir un petit peu, décrire votre univers, vous, Niki de Miller? Eh ben, c'est vrai que moi à la base je viens du garage. Après j'ai un amour très fort de la musique française. Je dis musique française et pas chanson française parce que pour moi c'est beaucoup plus large. Oui. Enfin, j'aime beaucoup les auteurs, voilà, les grands auteurs. J'aime aussi les musiciens comme François Droubet, des gens comme ça. Oui. Bon, donc c'est plutôt des gens qui sont morts en général. Mais il y en a d'autres qui sont vivants que j'aime bien aussi. Et non, je pense, par exemple, le Sacre du Tympan, Fred Palem, des gens comme ça, c'est des univers qui me parlent. Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à dire je fais du garage, je fais de la chanson française, je fais de la Oui. pop. Je suis un peu à cheval entre plein de styles différents. Vous mais faites je du trouve que Niki, voilà, vous faites du Niki de Miller. ben voilà, donc c'est vrai que moi sur mon album, là, ce premier single, l'Asphalte, est quand même très synthétiseur, guitare, un peu fin 70s, un peu dans les influences, entre Cannes, Suicide, des trucs comme ça aussi, ouais. Un Moi côté j'adore... un peu ange aussi, je trouve. Ah bah je connais pas bien Ange. Alors avec les Brats à l'époque on avait failli jouer avec eux, il y avait été question de faire une date commune, mais je connais pas Ange en fait. Très honnêtement c'est une lacune, je devrais m'y mettre. Donc oui, donc beaucoup de synthé, vous dites plutôt fin 70. Sur ce morceau, parce que c'est vrai que le reste de l'album, moi je suis pianiste, donc c'est vrai que le Oui. reste de l'album est quand même tourne pas mal autour du piano, alors avec une approche un peu glam rock à la Brian Eno. Je suis un immense fan de David Byrne, moi aussi des Talking Heads, donc il y a de ça. Mêlé à de l'écriture à la française, voilà, moi Gérard Manset par exemple, j'adore Gérard Manset, voilà. Et donc l'album, donc c'est Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, si je... Absolument. Et qui à l'heure actuelle sortira au printemps, donc vous l'avez dit. Ouais, on est sur une sortie a priori. Bah là, c'est vrai qu'on est un peu à tâtons avec l'épidémie, mais a priori, on serait sur une sortie au mois d'avril, mars-avril, quelque chose comme ça, ouais. Donc l'album, c'est un premier album ou c'est... Ouais, absolument. Premier album. Okay. Ouais. Ok, donc là c'est la grosse pression là. Oh bah, je dois dire que le single qui est sorti il y a une dizaine de jours a été très très bien reçu. Ah oui, moi et franchement... Vraiment, ça fait plaisir, quoi. J'ai jamais connu des retours comme ça. Le single, c'est du lourd. Hein. Moi, quand j'ai reçu, grâce au label, hein, j'ai reçu le titre. Franchement, c'est du lourd. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. On va l'écouter juste après. Bah, c'est gentil. Mais merci. voilà tout ce que. Bon, personnellement. En fait, c'est vrai que ça a eu une résonance particulière parce que, pour tout dire, cet album, j'ai commencé à y travailler il y a 5 ans quand même, au moment en gros où j'ai eu le FONGECIF, où j'ai commencé à me dire j'arrête mon boulot alimentaire, je reprends des études, et disons que je l'ai vraiment produit et réalisé pas tout seul, parce que bien sûr il y a tout le groupe, les musiciens, et dont le talent a beaucoup apporté, mais disons que j'ai tout enregistré, les cordes, il y a des cordes sur l'album, des bois, il y a pas mal qui a été enregistré dans ma chambre, le piano aussi, les voix je les ai fait tout seul dans ma chambre aussi. Alors c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu porté à bout de bras, et après j'ai été rejoint par Laurent Binder qui a fait le mixage, Steve Summerly qui a enregistré les batteries, les guitares, et puis mon groupe qui est génial, avec qui je joue depuis 5 ans.
Baptiste, Laurent et Vincent. Mais voilà, ça a été un truc vraiment que j'ai fait un peu à la volonté, disons. Et je suis content de m'être accroché, quoi, parce que je m'étais dit, voilà, ce disque-là, j'avais déjà fait le disque avant, et je me suis dit là, je veux pas sortir un truc où je serai à moitié content, je veux être sûr de pouvoir le réécouter dans 10 ans et me dire, ah bah ça, j'en suis fier, j'ai fait le travail à fond, et voilà. Alors, combien de temps on met pour justement réaliser un album comme le premier? Ben, c'est variable. Je crois qu'il faut quand même prendre son temps déjà pour savoir ce qu'on a à dire. Moi, c'est vraiment ce qui a été capital dans cette démarche, parce que Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie, c'est un concept album. C'est des chansons qui parlent toutes du milieu du tertiaire, du monde du service, de l'entreprise, ce milieu dans lequel j'évoluais voilà, en tant que commercial. Et ça m'a pris vraiment du temps à me dire, je passe le cap de me dire je fais un concept album, que ce soit pas non plus un truc à tiroir, voilà. Est-ce que j'ai vraiment de quoi dire des trucs sur 10 morceaux qui parleraient de ça? Et au final, bah, ça s'est un peu imposé. Donc ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Après, il y avait les enregistrements, les orchestrations, le mixage. Là, ça fait 1 an qu'il est terminé l'album. Ensuite, il a fallu voir comment on le sortait. Je travaille avec le label Latebois et franchement, ils font un super boulot. Enfin, je suis hyper bien entouré en ce moment. J'ai un manager maintenant, un booker. Il fallait créer aussi tout cet environnement, ce qui est dur aussi pour beaucoup de musiciens débutants comme moi. Et faire confiance aussi. Exactement. Mais c'est une confiance de côté aussi, oui, parce sûr. que c'est un investissement aussi pour ces gens qui travaillent. Donc ouais, c'est d'être dans une bonne intelligence, une bonne communication d'un environnement professionnel, quoi. Alors, depuis 5 ans, donc vous tournez, vous dites, avec les deux mêmes personnes, hein, ou 3. 3 personnes. Donc, c'était en fin de compte des titres de cet album qui tournaient, ou comment ça se passait justement? Absolument. Ils ont eu plein de versions différentes, parce que j'ai mis du temps à trouver la couleur que je voulais donner à mon travail. Et ils ont été patients, les pauvres, à se taper tous ces arrangements différents à chaque fois tout changer, tout réapprendre. Et je les en remercie. Mais disons que là, ouais, on a beaucoup joué quand même, mine de rien. Alors dans des rades, des bars, des trucs. On a aussi fait des festivals, notamment en Normandie, on a joué au festival Biche, qui est vachement bien, à Gassé. D'accord. Alors nous on est normand, mais on est plutôt du côté du Havre. Voilà. Ouais, je sais, ouais, que vous êtes au Havre. Ouais. À côté, juste à côté. Alors on est voilà, Épouville, c'est juste à côté. C'est la grande banlieue havraise. Près entre Le Havre et Étretat. Voilà. Ah, ouais, c'est très agréable là-bas. Alors donc oui, je vous ai coupé donc l'album avec les musiciens. Donc vous avez dit que vous faites tourner, vous avez fait tourner différentes versions de ces titres. Donc ce sont les musiciens qui vous accompagnent sur scène qui ont participé aussi, qui posent leurs instruments sur l'album. Ah complètement. Baptiste Dosda à la guitare. À la basse, c'est Gaël Etienne en binôme avec Laurent Saligo. Et à la batterie, c'est Vincent Pedretti. D'accord. Voilà. Et quelques invités ou pas du tout? Ouais, il y a un invité, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... je sais pas, c'est vous qui... Ouais, il y a Didier Vampas qui fait un duo. Ah c'est bien ça. Voilà. C'est cool. Un duo avec Didier Vampas. Ok, alors est-ce qu'il y a... Donc là, l'album va sortir au printemps, est-ce que il y a déjà des dates qui commencent à s'officialiser? Déjà peut-être pour la sortie de l'album, bon, entre deux ça va peut-être être difficile, en plus avec le virus. Est-ce qu'il y a des dates qui commencent à tomber? Est-ce que vous avez certaines dates, déjà une date officielle de sortie d'album, une date officielle de sortie d'album et de présentation d'album? On a essayé d'avancer là-dessus avec le label et le booker, mais c'est vrai qu'on n'a pas officialisé un calendrier. Enfin, on a un calendrier, mais on a des options sur des concerts. Mais pour l'instant, la seule date qui est confirmée, c'est une date à Paris qui sera le 15 janvier à la Ferronnerie, la salle La Ferronnerie. Voilà. Mais on travaille activement sur le live, en fait, vu que l'album est un concept album. Et que, en parallèle de cet album, je prépare la sortie d'une série de podcasts qui s'appelle Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. D'accord. Qui raconte sur 2 périodes de narration, mon évolution dans le milieu du tertiaire et la formation de mon groupe de baby rocker quand j'étais gamin. On a voulu adapter ça sur scène et je travaille du coup avec un metteur en scène qui s'appelle Nicolas Bigard,
et on est en train d'adapter, si vous voulez, notre concert pour que ce soit une narration qui vienne s'inviter au milieu des titres. Donc on travaille activement là-dessus et on présentera une première version de ce spectacle le 15 janvier à la Ferronnerie à Paris. Ouais. Et voilà, derrière, il devrait y avoir des dates, mais pour l'instant, il y a rien qui est arrêté, mais c'est en train de s'organiser tout ça. Tout un travail de résidence, en fin de compte, pour l'instant. Ouais, voilà, je suis en résidence avec la Ferronnerie à Paris depuis un bon moment maintenant. Je travaille aussi là-bas, je suis professeur d'éveil musical. Ah, c'est bien. Donc voilà, ils ont la gentillesse de me prêter la salle de temps en temps. Et c'est vrai que c'est super de pouvoir bosser accompagné par une salle pour mettre en place ce genre de truc, quoi. Donc c'est vous qui êtes à l'origine 100% des textes et 100% de la compo, de la musique? Ouais, à part sur le titre Tertiaire Blues qui a été co-composé par Benjamin Brott, un ami à moi. Mais les autres, c'est des morceaux que j'ai développés sur mon piano, voilà. Et Didier Vampas, c'est vous qui avez proposé, il a dit oui aussitôt? Ouais, alors en fait Didier Vampas, comme je le disais à l'époque des Brats, on avait pas mal tourné ensemble. Oui. Et vu que là c'est mon premier album solo, je trouvais important de boucler la boucle, quoi. Et en fait, quand lui, il y a eu en 2012, je crois, il avait sorti un album solo. Et il m'avait invité à chanter en duo sur son album. Du coup, voilà, c'est un peu un retour d'ascenseur. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu ringard comme expression. Mais... non, puis je sais pas, la chanson s'appelle Hyper Bipolaire. Ça parle d'un mec qui est en train de faire un burn-out et qui est complètement bipolaire. Et du coup, on incarne la même personne, Didier Vampas et moi, voilà, à différents moments de la journée, dans un espèce de pétage de câble général. D'accord. Est-ce que pensez que le monde a changé dans l'événementiel ou c'est toujours pareil? Ah oui, oui, justement. C'est ça que j'essaye de raconter plus dans les podcasts que dans l'album. Mais c'est vrai que moi, je suis rentré à un moment dans l'entreprise autour de 2008-2009 où ce monde a déjà disparu, en fait. Si vous voulez, il y avait une façon de faire, où il y avait un service clientèle qui était assuré en France. Il y avait une façon de traiter les gens des bases de données et tout. Je dis pas que c'était le paradis. Mais ensuite, les choses se sont vachement accélérées avec la Startup Nation, l'ubérisation globale un peu de tous les secteurs d'activité. Et nous, on a vraiment vécu ça dans l'entreprise où je travaillais. Et du coup, c'était un petit peu aussi la fin de toute cette génération de personnes qui avaient un métier à voix unique pour toute la vie. Ouais. Ça n'existe plus du tout maintenant. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des gens être dans la boîte depuis 20-25 ans. Et puis, d'un seul coup, il fallait devenir commercial, alors que c'était pas du tout leur boulot. Sinon, ils étaient virés et remplacés par des call centers basés en Tunisie ou au Maghreb. Et moi-même, en fait, à la fin de mon travail, j'ai été formé à un call center pour remplacer mes collègues parisiens. Donc, ça a été une expérience assez ignoble. Voilà, donc, ce monde a changé. Il s'est accéléré, en tout cas, ouais. Il s'est beaucoup accéléré. Okay. Au détriment d'un certain considération du service en lui-même et du client, quoi. Écoutez, ça passe vite, déjà on a bientôt fini cette interview. On vous rappelle que Niki de Miller est avec nous. L'Asphalte, c'est le titre du single qui vient de sortir. L'album va sortir au printemps. Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Allez voir le clip aussi. Et il y a un clip, j'ai cru voir. Absolument. Alors j'avais pas parlé. Le clip est réalisé par Vision Particulière. Voilà, le studio Vision Particulière qui prépare aussi les prochains clips autour de l'album et on a vraiment hâte. Ok. L'image, ça vous parle en plus. Ouais, c'était important d'avoir une image qui suit. On travaille aussi, j'en ai pas parlé, le 15 janvier, ce sera en partenariat avec l'artiste plasticienne Elena Castello, qui fait une exposition d'une veste câble et qui fait le stylisme autour de mon album. Et donc voilà, lors de ce concert à la Ferronnerie, je serai habillé par la veste de son exposition, qui est une veste faite de connexions d'informatique. Ok. Écoutez, Niki de Miller, merci. Et puis, on aura la chance de découvrir au printemps, et on a hâte de le recevoir par la Tebois, puisque c'est la personne Caroline, voilà, qui a fait le lien entre nous. Ouais, Caroline Voisin. Et maintenant, exactement, on va vous suivre de très près, et on vous souhaite une grande carrière, en plus avec cet album. Merci beaucoup. De rien. Et puis on va l'écouter tout de suite, justement, ce titre Asphalte de Niki de Miller. Au revoir, Niki. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
l'asphalte, véhicule de fonction. On exige que j'éclate, on marteau le plafond. Je pousse les kilowatts, ça m'excite, comme un diable dans sa boîte. Je m'excite. Je file sur l'asphalte, je pénètre en région. Un alpha sur l'asphalte, je pénètre en région. Je pousse les kilowatts, ça m'excite, comme un diable dans sa boîte. Je m'excite. Je file sur l'asphalte, ça m'excite. Un alpha sur l'asphalte, ça m'excite.